Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun, ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Léonie Bischoff, autrice de bande dessinée et dessinatrice. Bonjour Léonie, bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Comment est née ta vocation et comment est-ce que tu es devenue dessinatrice et autrice de bande dessinée? Oui, alors je suis née à Genève, en 81. J'ai passé une maturité artistique à De Saussure et ensuite j'ai fait des études à Bruxelles, à l'Institut Saint-Luc, et j'ai l'impression que ma vocation pour le dessin, elle est venue vraiment très jeune. J'ai toujours beaucoup aimé, dessiner et lire. C'était vraiment mes 2 grandes passions. J'étais une enfant assez solitaire, pas du tout sportive. J'aimais pas trop qu'on me force à sortir. Et du coup, mes parents m'ont donné pas mal d'outils, de livres, ils avaient un intérêt pour tout ce qui était, bricolage, manuel, enfin, donc ma sœur et moi, on a grandi dans un environnement assez propice à la création, et on a vraiment toutes les 2 d'ailleurs, gardé ce goût-là. Et beaucoup de gens me disent: «Ah mais moi aussi je dessinais avant, mais j'ai arrêté quand j'étais ado», et moi j'ai jamais arrêté en fait. C'était aussi un moyen en cours ça m'aidait à suivre en fait, de gribouiller, ce qui était assez mal compris à l'époque. Je crois que ça l'est un peu mieux maintenant. Mais oui, j'ai toujours, dessiné dans les marges, j'ai toujours eu des petits carnets, à côté, et j'ai beaucoup recopié dans des livres d'art, dans des BD. Mon apprentissage, en enfance et en adolescence passait beaucoup par la copie. C'était vraiment des sortes de coups de cœur pour des cases de BD ou des dessins, des tableaux, et qui m'obsédaient un peu et que j'essayais de reproduire, et ça me permettait comme ça, sans le savoir, mais d'explorer différentes techniques, pour essayer d'obtenir le même résultat, et de manière, complètement tâtonnante. Et des fois avec des découvertes chouettes, pas mal de frustration aussi. Je me souviens que je me mettais assez fort en colère, enfant ou même ado, quand j'arrivais pas à faire ce que j'essayais de faire. Mais ça m'a jamais découragée. Et puis ça permet d'affiner ton style, j'imagine aussi au fur et à mesure des années et des essais. Ouais, tout à fait. Alors, on va prendre ton parcours dans l'ordre chronologique inverse pour le coup et commencer par, évoquer ce roman graphique qui a été publié, il y a peu, en 2020, qui est Anaïs Nin sur la mer des mensonges et qui retrace le parcours d'une femme qui s'émancipe par l'écriture et l'exploration de sa sensualité. Alors avant que tu nous expliques, toute la conception, l'histoire qui est Anaïs Nin, je voulais te demander une question de débutant pour les incultes que nous sommes. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences entre la bande dessinée d'une part et le roman graphique d'autre part? OK, oui, c'est un peu une vaste question qui est un peu une question piège, parce que j'ai l'impression que pas mal de gens croient que roman graphique, ça signifie une bande dessinée qui soit adaptée d'un roman. En fait, c'est pas ça le terme de base. C'est un terme qui vient des États-Unis, où il faut resituer qu'aux États-Unis, il y a pas de mot un peu neutre comme bande dessinée, qui décrit juste ce que c'est. Les BD, avant que le terme roman graphique soit inventé, s'appelaient comic books, et il y a du coup un aspect très enfantin et humoristique dans ce nom. Je crois que c'est dans les années 60-70, autour de Will Eisner. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou si ça a été utilisé pour qualifier son travail. Mais du coup, c'était de la BD sérieuse et pour adultes, D'accord. des sortes de récits plus en longueur où on explorait peut-être plus la psychologie des personnages, ce genre de choses. Et c'est un terme qui a beaucoup été utilisé pour un peu redorer l'image de la bande dessinée, lui donner ses lettres de noblesse, si on veut, essayer de le sortir de la catégorie de divertissement pour petits garçons. Et effectivement, on voit, depuis une cinquantaine d'années, de plus en plus de formes de bande dessinée très originales qui respectent les codes de la BD plus ou moins, mais qui surtout vont raconter des histoires aussi profondes, aussi belles que celles qu'on peut trouver dans un roman, et pas juste des aventures divertissantes. Donc c'est un terme que j'aime bien, même s'il peut être un peu snob. Il est quand même moins prétentieux que art séquentiel. Oui, Donc absolument. mais je crois qu'il nous manque peut-être encore un mot parfait, et j'ai l'impression qu'en français, bande dessinée, finalement, c'est pas si mal, Oui, c'est neutre. parce que c'est assez neutre, ça englobe plein de choses, et puis après on peut, voilà, s'intéresser aux différentes facettes. Exactement. Alors, quelques mots pour revenir à Anaïs Nin. Est-ce que tu peux nous dire qui elle est pour celles et ceux qui ne la connaissent pas?
Oui, en fait, elle est assez méconnue, à part pour, justement sa réputation, sulfureuse et une aura comme ça de soufre autour d'elle. Mais, c'était simplement enfin simplement, pas du tout. C'était une femme qui a vécu entre 1903 et 1977, entre, la France et les États-Unis, un petit peu à Cuba aussi. Elle a été écrivaine et la plus grosse partie de son œuvre, c'était des journaux intimes, qui étaient au départ pas faits pour être publiés. Elle écrivait en parallèle des romans, assez courts souvent, et puis, petit à petit, au fur et à mesure de sa vie, elle s'est rendue compte que son vrai gros œuvre, c'était ce journal intime qui était en fait, très, très riche, très précieux et une sorte de témoignage de son époque et de sa vie intérieure et extérieure qui est tout à fait passionnant et qui retrace, surtout la période, à laquelle je me suis intéressée, c'est les années fin des années 20, début des années 30, dans le Paris un peu mythique, d'entre-deux-guerres avec les artistes, Montmartre, toute cette vie vraiment de bohème. Et donc elle apporte un témoignage sur cette époque-là et ensuite sur, le restant de sa vie, elle va surtout vivre aux États-Unis. Aussi avoir un regard très intéressant sur tout le monde de l'art, de la psychanalyse et voilà, apporter vraiment un témoignage sur son époque et sur ses combats en tant que femme et qu'écrivaine et elle est tout à fait passionnante. Tu le disais à l'instant, ouais, les qualificatifs pour la décrire sont très nombreux: femme caméléon, écrivaine sulfureuse, tu le disais à l'instant, menteuse inspirée même peut-être un peu. Comment est-ce que toi tu l'as découverte et peut-être qu'est-ce qui t'a touchée, inspirée dans sa personnalité, mais aussi son histoire? Oui, j'ai découvert un peu en 2 temps. Une première fois, à travers ces récits érotiques qui m'ont pas spécialement plu, mais qui m'ont intriguée et j'avais retenu son nom et une deuxième fois, quand j'étais étudiante en bande dessinée ou sur le marché aux puces à Plain Palais, je suis tombée sur, des volumes des journaux. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de ces journaux, des versions expurgées, des versions non expurgées. C'est pas forcément les mêmes textes ou pas tels quels qui sont dans les versions anglaises ou traduites en français. Elle écrivait principalement en anglais, même si elle était francophone aussi. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur les volumes des journaux qui concernent la période dont je parle dans mon album et qui sont, à mon avis, vraiment la période la plus facile pour rentrer dans son écriture. Donc, j'aurais peut-être pas eu ce même coup de cœur si j'étais tombée sur une autre période. C'était vraiment un coup de chance. Et ce qui m'a captivée, il y a vraiment plusieurs choses, mais je pense que c'était cette voix qui avait l'air justement tellement intime, parce qu'à la base, ces journaux, elle les écrivait pas pour être publiés, même si elle les a retravaillés après. Il y a quelque chose d'extrêmement authentique, d'extrêmement, presque impudique, parce qu'on est comme si on était dans sa tête. C'est des choses qu'elle montrait à personne ou très rarement. Donc j'ai été très, très touchée par cette voix. Je me retrouvais un peu dans ses combats. C'est une période où elle n'est pas encore vraiment affirmée en tant qu'écrivaine. Elle se cherche beaucoup. Elle est très frustrée souvent, presque dégoûtée par ce qu'elle fait. Elle ne se sent pas à la hauteur et en même temps, elle lâche jamais. Elle sent qu'elle a quelque chose d'important à dire ou en tout cas quelque chose, une façon de le dire qui lui est unique, mais qu'elle n'a pas encore trouvé. Et donc je me retrouvais moi en tant qu'apprentie BDiste, pas mal surtout dans le côté frustration, rage, envie de tout jeter, mais en même temps impossible de lâcher. Et une autre, facette de sa personnalité qui m'a beaucoup parlé, c'était sa quête amoureuse, sa quête de sensualité. Anaïs Nin a été mariée assez jeune à un homme, qui était tout à fait charmant et tout à fait amoureux d'elle, qui s'appelait Hugo, qui était banquier et qui avait quand même, des côtés poétiques. Il écrivait aussi des carnets, il jouait de la guitare, il dessinait un peu, mais il devait quand même passer sa vie à la banque, pour gagner leur vie. Il l'a entretenu toute sa vie. Il a même par moments entretenu la mère et le frère d'Anaïs. C'était vraiment un homme sérieux, un homme comme il faut. Et Anaïs Nin, même si elle l'aimait beaucoup, s'ennuyait quand même à ses côtés et s'ennuyait créativement et s'ennuyait, sensuellement aussi. Ils étaient tous les 2 vierges à leur mariage. Il faut imaginer ce que pouvaient être, les notions d'éducation Ouais, sexuelle à c'était une l'époque. autre Enfin, époque, ouais. déjà qu'aujourd'hui, c'est pas glorieux sur tout ce qui est, au-delà du médical et du, contraceptif, et pourtant, elle a l'intuition, comme un peu comme avec l'écriture, elle est frustrée, mais elle lâche pas l'affaire. Elle a l'intuition qu'il existe, une sensualité plus magique, plus belle, plus, communicative et elle la cherche d'abord à travers des écrits, puis à travers une multitude d'autres relations. On sait plus ou moins que son mari en était conscient, acceptait la chose par surtout un désir de la voir, elle, s'épanouir. Il avait ce sens, une sorte de générosité
d'autres l'ont appelé un sens du sacrifice, mais de se dire: «OK, mon épouse a besoin d'explorer pour grandir, pour vivre, pour ne pas justement se recroqueviller dans une vie, qui ne lui convient pas». Et ce qui est, je trouve, fascinant chez elle, c'est qu'à travers sa quête érotique, c'est aussi une quête, de création. Elle tombe toujours amoureuse de gens qui sont des grands esprits, qui sont passionnants, qui ont une force, soit de créativité, soit d'analyse ou de pensée en tout cas. Elle est jamais, fascinée, par des gens qui ne vont pas la faire grandir artistiquement aussi. Et donc sa vie personnelle, sa vie physique et sa vie mentale s'entremêlent complètement et elle en parle d'une manière qui m'a vraiment fascinée. Et par curiosité, elle n'a jamais quitté Hugo, c'est juste? Non, elle ne l'a jamais vraiment quitté. Par contre, elle a épousé un deuxième mari au Mexique dans les années fin 50 ou début 60. J'ai plus les dates exactes en tête, mais sur la fin de sa vie, elle était vraiment bigame. Elle passait, 6 semaines à New York, 6 semaines à Los Angeles et elle s'était tellement lancée comme ça dans des mensonges parce qu'elle avait dit à son deuxième mari qu'elle s'était séparée de Hugo. Elle n'avait pas parlé à Hugo du deuxième mari et elle prétextait toujours des jobs à New York et à Los Angeles pour avoir comme ça sa double vie. Et à la fin de sa vie, elle avait carrément une petite boîte avec des fiches sur lesquelles elle notait les mensonges qu'elle avait dit à qui, parce qu'on ne pouvait jamais la joindre directement. Il fallait toujours appeler tel ou tel ami qui allait dire qu'elle était là. Et pour ne pas s'y perdre, elle avait toute une logistique en fait. Je pense que ça devait être complètement épuisant. Je pense, ouais, effectivement. C'est quand même une double vie, ouais, bien orchestrée, mais très fatigante, je pense, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et elle a été à l'extrême de la double vie. Pour revenir aux aspects d'écriture, Anaïs Nin revendique d'écrire comme une femme, donc je cite, et donc elle veut redéfinir les codes, s'affirmer. Alors c'est quoi au fond écrire comme une femme dans la signification qu'elle lui donne? Oui, je crois qu'il faut vraiment replacer ça aussi dans son époque. J'ai l'impression que depuis, il y a des très importants textes féministes qui sont passés par là et qui nous aident aussi à redéfinir ça. Mais j'ai l'impression qu'elle, quand elle revendiquait ça, c'était vraiment de pouvoir écrire en s'affranchissant, des codes de la culture dominante, et même des codes, des règles, académiques, des règles de grammaire. Ça allait jusqu'à retravailler l'écriture. Et c'était vraiment une affirmation que, elle l'a jamais vraiment formulée comme ça, mais ce pressentiment que toute la culture, tout ce qui était considéré comme bien écrit, bien fait, valable, digne d'intérêt, ces normes-là n'avaient pas été définies par des femmes. On sait qu'effectivement toute la culture européenne et même presque mondiale, à part quelques exceptions, a été définie par des hommes avec des règles, faites par des hommes et que les concepts du coup, même le vocabulaire, tout est genré et tout assied cette, domination masculine et elle pressentait ça et elle essayait de s'en échapper individuellement. Elle n'était pas du tout militante, mais dans sa propre vie, dans son écriture, elle voulait y échapper et elle a toujours été confrontée à des hommes qui lui ont dit qu'elle écrivait mal, qu'elle faisait des fautes, qu'elle était trop floue, qu'elle était trop, qu'elle enjolivait les choses, qu'il fallait aller, au cœur, et quand il disait le cœur, il disait toujours, la laideur ou la saleté. En particulier face à Henry Miller, il y a eu d'énormes confrontations là-dessus et elle, elle revendiquait justement ce droit à l'intuition, à la magie, à toutes ces choses inexactes qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas bien carrées et c'est ça qu'elle définissait comme, écrire comme une femme. Après, moi personnellement, vu d'aujourd'hui et ayant lu, par exemple récemment, j'ai lu, le texte de Monique Wittig, La pensée straight, qui parle justement, de la dialectique, qui parle de l'omniprésence de cette, domination masculine et de l'injonction à l'hétéronormativité aussi et j'ai l'impression qu'on ne peut plus vraiment revendiquer le fait d'écrire comme une femme parce que ça nous replace encore du côté de l'exotique, du côté de l'autre et ça réaffirme la position masculine comme étant l'une et universelle. Et moi, quand on me demande si j'écris comme une femme, c'est une question qui me pose problème maintenant parce qu'on ne la pose jamais à un homme, parce qu'on considère que c'est la norme. Et je me suis rendu compte qu'aussi, par exemple, on ne me demande jamais si j'écris comme une blanche ou comme une hétérote, parce que c'est la norme, donc on ne me pose pas cette question. Mais bien sûr que j'écris comme tout ça, vu que j'ai grandi dans une société qui me considère comme tout ça. Et certaines de ces choses, c'est des choses que j'accepte, voire que je revendique. Mais il y en a d'autres qui sont juste des données et qui ne me qualifient en rien. Et mon vécu, fait que j'écris comme je suis, comme pour n'importe quel écrivain ou écrivaine. Et donc c'est une question qui, à mon avis, ne devrait plus avoir lieu d'être, mais c'est encore le cas.
parce qu'on n'est pas sorti de cette domination. Malheureusement, non et c'est vrai qu'écrire comme une femme ou comme peu importe quoi, ça ramène toujours à une notion de «minorité» entre guillemets ou de catégorie à C'est part. ça, cette particularité qui du coup fait que toutes les femmes seraient un tout. C'est le mythe de la femme. Est-ce que j'écris comme la femme? Non, évidemment, et la femme n'existe pas, c'est une construction. Et effectivement, il y a quelque chose d'inquiétant, je trouve, parfois dans une façon d'être un peu, girl power en réclamant. Alors je critique pas du tout, par exemple, l'usage du corps ou l'usage de la sexualité comme un outil de démantèlement. Ça, je pense que c'est absolument valable. Mais par contre, il y a une sorte de complaisance à réclamer que c'est magnifique d'être une femme, avec cette idée, justement de nouveau universelle de ce que devrait être une femme et que si ça veut dire, mettre du maquillage et des talons hauts, Alors qu'il y a ça il y a marche toute pas une pour moi. diversité de profils dans la femme, comme il y a toute une C'est diversité de ça, profils de dans l'homme, pouvoir, et encore là, c'est très binaire ce qu'on dit, c'est homme-femme, mais oui, il y a toute une diversité de profils, ouais. en plus, voilà, c'était le point suivant que je voulais aborder, c'est que maintenant, heureusement, on a une époque où on peut petit à petit sortir de ces notions super binaires et de se dire que tout ça, c'est du construit culturel, social et qu'en fait, une expression de soi authentique n'a pas forcément besoin de passer par, cette catégorisation. Et ouais, j'ai l'impression qu'on a une époque passionnante pour ça. Il y a beaucoup de backlash, beaucoup de résistance, mais les choses avancent et en grande partie grâce aux réseaux sociaux, qui sont pas, dominés par des gros groupes industriels. Enfin, ils le sont, mais il y a quand même une voix, une parole Oui, il y a une liberté de parole qui est très possible. Mmh. authentique qui peut passer et qui fait tellement avancer les choses et je suis heureuse d'être là pour le voir. Absolument et c'est vrai que par rapport au langage, ben, là, j'ai d'ailleurs un épisode que j'enregistre bientôt, avec un invité. On va parler de langage épicène, enfin de langue neutre, inclusive, qui est un sujet que je trouve passionnant et qui a plein de résistance de tous les côtés et c'est même Oui, je fais la parenthèse, mais l'autre jour, je parlais de toi, je disais que j'allais t'interviewer et je disais: «Oui, elle est autrice de bande dessinée». On m'a repris, on m'a dit: «On dit pas autrice». ah, mais moi je dis autrice. Mais oui et j'ai été lire d'ailleurs après coup et j'ai vu que c'était un débat auprès de l'Académie française. Académie française très masculine, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure donc enfin voilà, il y a plein de choses qui sont quand même Oui. très normatives, ouais. Mmh. Et je pense que le fait qu'il y ait une telle résistance face à l'écriture inclusive montre bien que le langage fait partie des armes et de l'oppression et de la libération et que travailler là-dessus, c'est pas du tout anodin. Et pareil, effectivement, dans le milieu de la bande dessinée, le mot autrice, c'est encore un gros sujet de blague, mais la construction grammaticale, la racine latine, autrice, elle est C'est valable, comme elle acteur, existe et elle actrice, enfin ouais. existait, Mmh. voilà. Mmh. Elle existait en plus dans des textes plus anciens jusqu'à ce que ces messieurs de l'académie fassent un tri dans les métiers qui étaient valables pour les femmes et ceux qui ne l'étaient pas. Et ces mots ont disparu, pas par magie, mais bien par une volonté d'exclure les femmes de certaines catégories professionnelles. Donc oui, le revendiquer, c'est politique aussi, ouais. Complètement et c'est ce que j'ai découvert, c'est que le terme existait avant. Beaucoup de ces termes dont on nous dit aujourd'hui: «Ah non, ça m'arrache les oreilles», tout ça, c'est des termes qui existaient, on les a juste fait disparaître. Et il y a des façons d'y réagir qui sont, incroyable et presque comique et on en revient à ce truc d'essayer de rabaisser quand on entend moi, on m'a dit plusieurs fois: «Ah, autrice, ça sonne comme autiste». Bouh! Ça, Enfin, pour le coup, ça c'est vraiment bas de gamme. Enfin, c'est vraiment, c'est ouais, vraiment ouais. en plus, c'est insultant pour les personnes, qui ne sont pas, il y a les neurotypiques et les Ah oui, neuroatypiques. oui, Ouais, exact, ouais, voilà, atypique, ouais. pardon. Mmh. Mon vocabulaire, inclusif sur ces notions-là n'est pas encore au point. Mais oui, non, effectivement, au final, c'est insultant pour tout le monde et puis surtout, c'est une comparaison, enfin, une image qui ne fait aucun sens. J'ai l'impression que c'est plus un manque d'arguments et de vocabulaire pour un petit peu, Oui, vraiment. étouffer le débat. Et comme si ça allait nous faire, renoncer à utiliser un mot et en se servant en plus, de quelque chose qui est une particularité et en la rabaissant. Enfin, c'est vraiment, Oui, c'est très réducteur, ouais. ouais. Je reviens à Anaïs Nin justement, je lisais un petit peu les différentes critiques, revues, sur ce roman graphique. Le magazine Marie Claire commentait ton travail justement en disant: «La sensualité d'Anaïs Nin sans voyeurisme, en toute poésie et fluidité». Alors je voulais te demander comment est-ce qu'on parle de sexualité justement en dessin, tout en gardant cet aspect poétique et fluide? Ouais, ça a été une grande, grande question pour moi parce que justement, comme Anaïs Nin est déjà trop connue à mon goût pour son aspect érotique et pas assez pour le reste de son travail, je voulais vraiment pas que mon album soit perçu comme un album érotique. Parce qu'en plus, en bande dessinée, il y a assez peu de BD érotiques qui soient pas justement vraiment du gros male gaze à but masturbatoire, avec, ben, des dessins qui sont parfois très beaux, hein. Je pense à Manara, je respecte totalement son talent de dessinateur, mais c'est vraiment
une vision de la sexualité qui me rebute un peu et je pense qu'on peut vraiment faire mieux en BD. Et il y a eu des choses depuis, évidemment, mais je voulais vraiment éviter que ma BD soit classée dans le rayon BD pour adultes. Donc finalement, j'ai été par très petites touches sur l'érotisme, alors qu'effectivement, certains passages des textes d'Anaïs Nin se prêtaient à ce qu'on l'exploite plus, ce côté-là, mais j'ai vraiment fait ce choix de pas enfoncer le clou sur cet aspect de son œuvre. Et donc, je voulais quand même arriver à faire passer des scènes de sexualité qui soient, enthousiasmantes, qui fassent ressentir quelque chose, même si c'était pas, de l'excitation, mais au moins une sorte, d'enflammement ou quelque chose plus la sensation qu'on a quand on est, en train de tomber amoureux ou d'être passionnément attiré par quelqu'un. Et du coup, j'ai fait appel à pas mal d'images, florales, végétales, qui sont des images qui reviennent aussi dans l'écriture d'Anaïs Nin. C'était une façon aussi de rester fidèle à son texte et plus d'évoquer, bah, l'éclosion, la montée de la sève, des choses très organiques qui nous ramènent à une nature, oui, plus animale, plus naturelle, on va dire, même si c'est un mot que j'aime pas trop, mais quelque chose qui soit au niveau des sensations et moins de l'intellect. Enfin, c'est quelque chose de ce goût-là que j'essayais de faire passer. Je voulais vraiment montrer ces scènes de sexe, celles qui sont consenties, puisqu'il y en a d'autres dans l'album qui ne le sont pas, comme quelque chose de très beau, de très épanouissant pour elle. Il y a les autres scènes de sexe, qui sont moins montrées, mais qui sont présentes quand même. On sent qu'Anaïs, par moments, laisse faire à son corps des choses qu'elle ne désire pas vraiment et elle a des mots que j'ai trouvés, moi, très choquants et que j'ai retranscrits. Il y en a que j'ai retranscrits tels quels, comme à un moment, elle dit: «Je lui devais bien ça», quand elle parle d'un éditeur chez qui elle a éveillé du désir et du coup, elle se sent responsable et elle le laisse alors se frotter entre ses cuisses, pas la pénétrer, mais se faire jouir sur ses cuisses parce elle se sent responsable de son désir et il y a vraiment cette intégration de la responsabilité des femmes, du désir et du coup de l'assouvissement du désir des hommes qui participent de la culture du viol dans laquelle on est encore malheureusement aujourd'hui et je trouvais ça intéressant de le montrer aussi. Mais c'est des scènes que j'avais moins envie de mettre en valeur. Là, je suis plus sur le texte et sur des regards, beaucoup son visage à elle qui est, un peu hors de Ouais, la le situation. suggéré plutôt que l'explicite vraiment. Ouais. Et quand c'est des scènes, consenties, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans les corps et moins dans les visages. Justement, tu parlais de scènes, consenties, pas consenties. Je voulais te parler de la scène de l'inceste dans cet ouvrage qui est particulièrement marquante évidemment puisque je pense que c'est un des tabous ultimes dans notre société. Donc je voulais te demander, décrire et puis dessiner l'inceste, ça doit être un exercice, entre guillemets «créatif», artistique et même humain qui doit être assez difficile. Comment est-ce que tu as Ouais. abordé cette scène? Ça a vraiment été la scène la plus dure à découper. Je crois que j'ai 4 ou 5 versions au storyboard, elle m'a pris une bonne semaine alors que je l'anticipais déjà. Enfin, c'est un passage dans ses journaux qui est alors je résume peut-être juste pour les gens qui ne connaissent pas cet épisode de sa vie. Anaïs Nin, enfant, a été abusée par son père. Elle en a parlé, plus tard à ses psys. C'est assez clair qu'il a vraiment abusé d'elle. Elle a été incestée par son père. Et à l'âge adulte, après ne pas l'avoir vue pendant 20 ans, il faut savoir, pardon, je précise encore qu'elle était fascinée par ce père. Ses parents se sont séparés et son journal intime, qui a été donc l'œuvre de sa vie, a commencé à la base comme étant des lettres à son père, qu'elle écrivait depuis le navire qui les emmenait, sa mère et ses frères et elle, à New York, après que ses parents se soient séparés. Sa mère ne les a pas laissés les envoyer et petit à petit, c'est devenu son journal. Et il y a vraiment une quête comme ça de ce père, de cette figure mythique, de cet homme, où elle lui en voulait pas en fait, à ce moment-là, de ce qui s'était passé. Elle regrettait qu'il soit parti. Elle se sentait coupable parce qu'elle était devenue laide, parce qu'elle avait été malade, qu'elle était devenue maigre. Voilà, plein de choses très confuses dans sa petite tête d'enfant. Et donc après 20 ans sans avoir vu ce père, Anaïs le retrouve, enfin il la retrouve, ils vivent de nouveau tous les 2 à Paris. Ils rentrent en contact et ils rentrent dans une sorte de jeu de séduction l'un envers l'autre. Anaïs le voit comme une sorte de miroir d'elle-même, comme l'exagération de tous ses défauts à elle, mais c'est des défauts qu'elle chérit un peu, une sorte de noblesse ou de snobisme, un goût du luxe, un goût des belles choses, un goût de la séduction bien sûr et du jeu avec l'autre. Et ils vont passer une semaine de vacances ensemble dans le sud où ils font du sexe. Plusieurs fois, plusieurs nuits d'affilée. Elle décrit ça comme des nuits d'orgie et dans son journal, c'est des passages très longs, très descriptifs et qui sont vraiment, extrêmement malaisants. Qu'elle décrit avec dégoût plutôt ou plutôt avec plaisir?
Alors justement, c'est ça qui est très perturbant, c'est qu'il y a vraiment une sorte de scission en elle, où d'un côté, elle décrit vraiment avec fascination, la virilité, la puissance et les gestes de son père, vraiment dans le détail, comme si elle prenait plaisir à, À revivre ça? oui, à enfoncer le clou, sur le et elle utilise des mots comme, «Mon consentement est sans limite». Donc là, elle revendique un consentement à ses actes et en même temps, une phrase sur 2 presque, il y a une notion d'horreur, d'être figé, d'être, dans l'état de sidération qui est bien connu maintenant, des gens qui parlent avec des victimes d'inceste. C'est vraiment un état où on est comme hors de soi. On n'habite plus son corps, c'est un état de choc et donc elle est vraiment dans ces 2 états à la fois et c'est des passages qui sont très durs à lire et qui ont été, effectivement très, très durs à mettre en scène parce que mon but n'était pas du tout de choquer les lectrices, mais en même temps, c'est une part tellement importante de sa vie et un tabou, comme on disait, tellement ultime qu'elle a osé franchir au nom de la quête d'elle-même et d'avancer dans sa psychologie, que je ne pouvais pas, faire l'impasse là-dessus. Donc j'ai choisi de la mettre en scène en utilisant une sorte de négatif où c'est toujours le même trait coloré, mais au lieu d'être sur un fond blanc ou clair, il est là du coup sur un fond presque noir. Donc pour moi, c'était une sorte de montrer justement qu'elle est hors d'elle-même, qu'elle est comme passée de l'autre côté du miroir et qu'il y a une sorte de paralysie où elle se regarde agir, mais de loin et où elle dit des mots qui sont pas forcément en accord avec ce qu'elle ressent. C'est comme si elle essaye de se persuader elle-même de certaines choses et en même temps, j'ai choisi d'essayer de pas la juger, de faire confiance à ce qu'elle disait, de rester au plus proche de ses mots. Voilà, mais c'était vraiment un passage vraiment pas facile du tout et j'appréhendais quand même la réception, des lectrices parce que, c'est un sujet qui peut être, extrêmement, touchant et je cherche le mot trigger en français et j'arrive pas à le trouver. Déclencheur de oui, enfin qui ravive Déclencheur, le oui, oui. voilà et j'espère que ça n'a pas fait trop de mal à des gens de tomber sur ce passage au milieu d'une histoire où ils l'attendaient pas. Mais pour moi, c'était pas possible de l'éviter, quoi. Oui, ça fait partie de son histoire, c'est difficile de le mettre au placard, oui. Ouais et je pouvais pas non plus mettre un gros trigger warning sur la couverture de l'album, ça. Non, effectivement. Effectivement, non, puis sinon d'une certaine façon ça dénaturait aussi son histoire, enfin ça fait partie de sa personnalité et de son vécu de ouais. Oui, c'est ça, c'est une femme qui est tellement complexe et qui a été tellement loin sur plein de choses et dans sa réflexion et je trouve cet épisode quelque part symbolique de sa personnalité et je pouvais pas l'éviter, quoi. Justement, avant, tu parlais de sortir de son corps, de scission. Tu as créé une sorte de double d'Anaïs dans ce roman graphique, son «ça» entre guillemets, qui l'encourage justement sur le chemin du plaisir. Pourquoi ce double? Pourquoi est-ce que tu l'as mise en scène? Alors c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ses textes, dans ses écrits où elle parle souvent d'être fragmentée, d'être divisée, d'avoir, des multiples personnalités. Elle se décrit elle-même comme, la femme aux 100 visages. Donc il y a vraiment quelque chose, en elle où elle sent qu'elle a des impulsions qui sont tellement contradictoires, tellement différentes et elle ne sait pas comment les faire cohabiter et justement grâce au journal, elle arrive à faire un peu le tri et à survivre et à ne pas verser complètement dans la folie. Pour moi, ça a été une décision assez simple et assez rapide qui venait d'un premier constat qui était: «Si je veux parler de cette personne, il risque d'y avoir énormément de pages où je vais simplement dessiner une jeune femme en train d'écrire, assise dans un fauteuil ou assise à une table, ce qui est intéressant ni pour moi, ni pour les lectrices. Donc il faut trouver autre chose et donc l'idée, de faire de ce journal une sorte de personnalité, est venue assez vite, d'autant qu'elle s'adresse souvent à son journal en lui disant: «Mon âme sœur, mon double», donc voilà, d'avoir cette autre Anaïs avec ses grands cheveux libérés, qui montre, justement cet affranchissement des conventions sociales. Elle m'évoquait aussi, les des figures, d'allégories qu'on peut retrouver dans la peinture de cette époque-là. Je pensais à des Klimt ou des choses comme ça. Donc elle porte des robes un peu informes qui sont des sortes de drapés un peu grecs comme ça, de nouveau pour faire référence à la peinture. Et c'était un personnage qui était super agréable à dessiner parce qu'elle est plus libre de ses mouvements, elle peut être plus cynique aussi sur son visage, elle laisse plus passer ses émotions. C'est un peu le mauvais diable, mais en même temps, c'est aussi la ligne de survie d'Anaïs où si elle n'arrivait pas à écouter ces côtés-là d'elle-même, on sent qu'elle se serait simplement éteinte et résignée à ce rôle.
comme beaucoup de femmes bourgeoises de cette époque-là ont Ouais, fait de femmes au foyer, et ont parfois du coup fait appel, aux drogues, ou à l'alcool pour supporter cette condition. Anaïs se gardait, très prudente face aux drogues et à l'alcool. Elle fréquentait beaucoup de gens qui en consommaient. Elle-même voulait toujours rester lucide pour pouvoir ensuite raconter, écrire elle était très, très prudente là-dessus. elle avait d'autres échappatoires, on dit même C'est peut-être, ça. mais pas la drogue Elle et appelle l'alcool. son journal, «Mon opium, ma drogue», ouais. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que tu penses justement que parler de sexualité et de désir en tant que femme, surtout à cette époque, c'était une sorte d'acte politique? Complètement, mais je pense en fait que ça l'est encore aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le clivage, même si on le travaille, dans plein de cercles, on y travaille, mais il y a encore plein de gens pour qui, les notions de genre, c'est absolument inentendable, ça doit être banni de l'école, enfin, on est loin d'avoir, acquis enfin, c'est loin d'être Oui, c'est accepté. pas accepté encore, ouais. J'écoute beaucoup, La Poudre, le podcast de Lorraine Bastide et dans l'intro, elle dit: «En tant que femme, dire "je", c'est toujours politique» et je pense que oui, ça le reste encore et d'autant plus quand il s'agit de parler de sexualité et de désir, où pendant tellement longtemps la femme a été réduite au statut d'objet, au statut d'organe reproducteur et oser affirmer un désir et encore pire, des désirs pour des personnes différentes. Anaïs Nin avait aussi des attirances, très fortes pour des femmes. Donc oui, oser revendiquer le désir, bien sûr que c'est politique. À son époque, c'était même dangereux. Maintenant, ça peut encore l'être si on pense au harcèlement, sur internet qui fait quand même des gros dommages, psychologiques, voire, dans des carrières, voire dans des familles. Ça peut encore être dangereux, même si c'est plus physiquement, on risque plus d'être interné pour, hystérie, sous prétexte qu'on a du désir, mais c'est encore pas facile et beaucoup de femmes, moi y compris, ont de la peine encore, par moment à affirmer ce désir, même dans l'intimité et encore plus en public, à affirmer qu'on a des créatures, ayant du désir, c'est encore très, très mal vu et ça ouvre la porte à beaucoup d'insultes donc Ouais, ouais. complètement. J'ai lu il y a pas longtemps le livre de Mona Chollet, Sorcière, qui a aussi un très bon passage là-dessus et c'est vrai que des fois, c'est des évidences et même en tant que femme, quand je les lis, je me dis: «Mais c'est pas vrai, on fait encore ça!» mais c'est juste, hein, mais il y a encore tellement de travail, dans ce sens Ouais, que ouais, c'est ça et à déconstruire nous-mêmes, sur nous-mêmes, parce que exact. Des j'ai croyances, l'impression que plus on lit, plus on s'ouvre l'esprit, plus on se rend compte de nos propres angles morts et qu'il y a des choses qu'on perpétue nous-mêmes et bien sûr que tout le travail du féminisme ne va pas pouvoir être fait que par les femmes. Bien sûr qu'il faut que les hommes y participent, mais nous-mêmes, on a aussi encore des choses à, oui, à déconstruire et à réapprendre. Ouais, c'est ça, c'est déconstruire des fois des pensées parasitantes ou juste des croyances qui sont tellement ancrées qu'elles nous semblent même pas choquantes, alors qu'en réalité, on oui, contribue c'est presque ça. à alimenter certaines Ouais, choses, enfin certains mouvements, oui. ouais, ouais, complètement. Les pires, c'est celles qui sont tellement normales qu'on les voit même plus et il y a des déclics comme ça où tout d'un coup on se dit: «Mais pourquoi en fait?» Pourquoi est-ce que je fais encore ça? Ouais. Pour revenir un petit peu à la conception du roman graphique, tu parlais tout à l'heure d'un trait coloré. Enfin voilà, j'ai lu le roman la semaine dernière et c'est vrai que c'est à la fois très minimaliste et très coloré, puisque la couleur est en fait dans le trait, comme tu le mentionnais tout à l'heure, il y a pas d'encre. Alors pourquoi ce choix? Alors j'ai toujours dessiné au crayon, mais d'habitude au crayon gris, ou différents types de crayons gras. J'ai beaucoup de peine avec l'encre, c'est pas un médium qui me convient bien. Mais par contre, ces crayons, donc c'est des crayons dont la mine est composée de tout petits éclats des 3 couleurs primaires et qui donc en se mélangeant forment tout un arc-en-ciel de couleurs et c'est des crayons dont je me servais uniquement en dédicace. Ils sont super pratiques, avec un crayon, on peut faire un dessin très coloré, en quelques minutes et en plus, il y a vraiment un effet magique, c'est le nom du crayon, c'est magique et effectivement, quand les lectrices en dédicace, le voient, des fois ne perçoivent pas tout de suite que j'utilise qu'un seul crayon et tout d'un coup s'écrient: «Oh mais c'est magique!» et c'est toujours un petit plaisir donc voilà, je le connaissais depuis longtemps mais j'avais pas imaginé qu'on pourrait le scanner et le reproduire. J'avais pas imaginé faire des pages de BD avec et au moment où j'arrivais, à la fin de l'écriture de mon scénario, je faisais plein de recherches de planches et j'arrivais pas à trouver la bonne technique, j'étais Mmh. pas contente du rendu, il manquait quelque chose et c'est mon amoureux, en fait, qui est aussi dessinateur, qui m'a suggéré de tester ces crayons-là pour faire une planche, avec et j'y croyais pas trop, j'ai fait un peu ça: «Ouais, ouais, peut-être», et en fait, ça a été un peu la Révélation. révélation. Ouais.
Et à la base, je mettais encore de la couleur, derrière par ordinateur sur toutes les pages. Et là, c'est en discutant avec mon éditrice chez Casterman, qui s'appelle Nathalie, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Et elle m'a dit: «Mais en fait, les planches se suffisent, à elles-mêmes. Garde la couleur pour certains passages, mais ça respire, c'est beau, on voit mieux les visages». Et c'est vrai qu'avec la couleur partout, c'était un peu lourd, mais j'avais pas encore osé me dire parce que la couleur, souvent, ça me sert aussi à, à camoufler certains défauts de mon dessin ou, à donner des ambiances, à renforcer certaines, émotions. Et c'est presque une sorte de béquille par moment pour moi. Donc j'avais un peu peur de m'en détacher, mais là, devant son enthousiasme et c'est vrai qu'en fait, je les aimais bien ces planches sans la couleur et elle m'a aidée à passer le cap Tu de me as dire pris le que je pari pouvais faire de ça comme ça. faire que ça. Mmh. C'est ça, ouais. Et justement, j'étais curieuse de savoir un peu comment ça s'était passé, la conception en tant que telle. Bah, j'imagine, tu le disais tout à l'heure, qu'il y a eu un gros travail de recherche en amont, enfin toute la lecture des journaux. Comment est-ce que tu as procédé concrètement et combien il y a eu de temps en fait entre l'idée, on va dire peut-être du scénario de reprendre la vie d'Anaïs Nin, la réalisation, puis enfin la parution? Ouais, ça a été assez long parce que les premières fois que j'ai commencé à y penser vraiment, voire à en parler chez Casterman, à mon avis, ça devait être 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Mais c'était encore flou dans ma tête, et donc il y a eu beaucoup effectivement de lecture des journaux, aussi la lecture de la correspondance avec Henri Miller, de ses romans à Anaïs, de 2 biographies écrites par d'autres gens que j'ai détestées et qui m'a renforcée dans l'idée qu'il fallait que je parle d'elles différemment parce qu'à mon avis, ils avaient rien compris. C'était vraiment j'étais super énervée en les lisant ces biographies, c'était vraiment ça n'allait pas du tout. Et donc, je travaillais en parallèle sur d'autres projets de BD, dont les adaptations de polar de Camilla Lackberg. Et à chaque fois que je terminais un album, que j'avais 1 ou 2 mois de pause, je m'y remettais, mais toujours avec beaucoup de frustration, avec l'impression que j'étais en train d'écrire une thèse, de me perdre dans des détails chronologiques ou de qui était là, qui n'était pas là, qu'est-ce qui avait été dit, enfin, vraiment des détails, trop pratico-pratiques, en fait, et que j'étais en train de perdre complètement la magie et l'émotion que j'avais eu envie de transmettre au départ. Donc voilà, d'année en année, je le relisais, je le reposais de côté. J'avais des carnets de notes qui commençaient à grossir, j'accumulais aussi des photos de références sur internet. Je m'étais fait des petits dossiers comme ça. Jusqu'à un moment où j'ai pas un déclencheur précis, mais c'était de me rendre compte que je pouvais pas la traiter de manière scientifique, en fait, au même titre qu'elle ne voulait pas écrire de manière rationnelle et qu'il fallait que je la prenne par l'émotion, qu'il fallait que je me recentre sur qu'est-ce que je ressens moi quand je la lis, qu'est-ce qui me fait vibrer à ce point-là, qui me donne envie de parler d'elle, qu'est-ce qui résonne avec moi aujourd'hui et donc qui pourrait résonner avec les lectrices d'aujourd'hui et d'essayer de la prendre vraiment comme un personnage à travers laquelle explorer des thèmes qui me tiennent à cœur de toute façon et dont je parlais déjà en fait dans mes albums précédents sans trop m'en rendre compte, quoi. Donc ça, c'était il y a presque 3 ans, je dirais, et il m'a fallu, en gros 1 an pour l'écriture, où je passe par 2 étapes. Il y a une écriture d'une sorte de séquencier, où je dis un peu dans ma tête, scène par scène, qu'est-ce qui devrait se passer, qu'est-ce qui devrait se dire. Et la deuxième étape, c'est vraiment le storyboard, où là, je dessine, pas très bien, à la va-vite, en petit, pour pas trop me perdre dans les détails. Et où là, c'est vraiment la mise en page, la mise en scène, les cadrages et les dialogues définitifs. Donc là, il y a eu 1 an et demi pour toute cette phase d'écriture et ensuite 1 an pour la réalisation des planches elles-mêmes. Donc c'est un travail de longue haleine. Ouais, ça a été long, ça a été très intense et surtout, bah, l'année de réalisation des planches, 170 pages, moi je dessine pas vite, donc c'était des grosses journées et en même temps ça s'est fini enfin, c'était pendant le premier confinement de l'année passée, donc la fin de l'album, il y avait une sorte de concentration que j'avais jamais connue en fait, où il y avait plus aucune distraction. Et finalement, ça m'a été plutôt bénéfique et ça m'évitait, comme j'étais très occupée, de trop penser à ce qui était en train de se passer dans le monde et de trop m'inquiéter non plus. Donc finalement, je l'ai pas si mal vécu, mais c'était très particulier du coup, vraiment l'impression d'être un peu en ermite, ouais. Uniquement en tête-à-tête avec Anaïs Nin du coup. Oui, Mmh. c'est ça. Et justement, tu as quand même passé pas mal d'années de ta vie un peu en tête-à-tête, avec Anaïs Nin. Est-ce qu'à force aussi de parler d'elle comme on le fait aujourd'hui, parce que je crois que ça fait en tout cas 40 minutes qu'on parle d'Anaïs Nin, est-ce qu'au final tu la détestes pas un peu, ce personnage qui finit par prendre toute la place, ou bien d'une certaine façon elle fait partie de toi aussi? Non, je la déteste pas du tout. Même à la lecture de ces journaux, il y a des moments où elle m'irrite, il y a des moments où, je la comprends pas, il y a des moments où
où j'aurais envie de la gifler pour la secouer mais par contre, il y a quelque chose en moi qui fait que je j'arrive pas à la juger sur ses choix, même les choses où des gens l'ont trouvée, condamnable ou, immorale ou tout ça. Non, moi je la juge pas. Je comprends sa logique interne à elle, en fait, même si c'est pas la mienne et du coup, non, je la déteste pas du tout et je suis vraiment, en fait, même pas lassée d'elle. Ce qui est chouette, c'est que je me suis gardée aussi certaines parties de ses journaux quand elle est un peu plus âgée, que j'ai pas encore lues dans le texte. J'ai que survolé pour savoir ce qui se passait, mais il y a encore toute une partie de son œuvre dans laquelle je me plongerai un peu plus tard quand tout ça sera retombé. C'est vrai que là, je sature un petit peu, j'ai envie de lire des gens, des féministes plus récentes, plus proches de ce qu'on est en train de vivre. Mais je sais que je me replongerai dans le reste de son œuvre avec plaisir parce que je pense que c'est une sorte de marraine ou quelque chose comme ça qui va m'accompagner probablement toute ma vie et j'ai quand même beaucoup d'admiration pour elle, même si bien sûr qu'on vit dans une autre époque, bien sûr que je pense pas qu'il faille vivre comme elle, même si elle est inspirante sur plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire différemment aujourd'hui, heureusement, mais sa force et son feu continuent à m'inspirer, ouais. C'est très joliment dit. Merci. Et justement, bah, ton roman, enfin, Anaïs Nin a été récompensé et primé à plusieurs reprises. Comment est-ce que tu vis cette notoriété? Parce évidemment, tu as fait d'autres choses avant qui ont été aussi, bien mises en valeur, mais ça, je pense que c'est particulièrement, très valorisé en 2020. Comment est-ce que tu vis cette notoriété? Est-ce que c'est stimulant, au contraire paralysant? Comment ça se passe? Alors pour le moment, c'est surtout, c'est paralysant dans le sens où la promo n'en finit pas, ce qui m'était jamais arrivé en fait. Pour moi, la promo, j'avais envisagé ça comme, allez 3-4 festivals, une dizaine de librairies et 2-3 interviews et là, en fait, ça fait depuis le mois d'août que je suis sollicitée pour plein de choses mais c'est super intéressant parce que c'est du coup des interviews qui vont aussi beaucoup plus loin, comme ce qu'on est en train de faire là maintenant. J'avais jamais eu droit à ça avant alors par contre, je me sens toujours un petit peu gênée parce que les gens souvent me demandent de parler d'Anaïs Nin comme si j'étais une experte et justement je ne le suis pas, vu que j'aurais été bien incapable d'écrire une thèse sur elle. Alors pour le moment, c'est vrai que j'ai de la peine à me mettre à la suite de mes projets et que ça commence à devenir frustrant, mais en même temps, c'est un album que j'ai porté en moi tellement longtemps et c'est vraiment un incroyable plaisir et vraiment une surprise de voir à quel point il est bien reçu, à quel point, bah, justement, je suis sollicitée pour en parler et comme les gens résonnent avec cet album et c'est quand même très jouissif, je peux l'avouer. J'imagine. Ouais, ouais, ouais. J'imagine. Et pour parler de tes autres travaux, justement, tu mentionnais tout à l'heure les adaptations des polars suédois de Camilla Läckberg. Qu'est-ce qui t'a mené au polar? Parce que c'est très différent quand même de ce que tu as entrepris avec Anaïs Oui, Nin. oui, oui. Est-ce que tu avais une raison particulière ou c'était, voilà, une opportunité qui s'est présentée à ce moment-là? C'était plus un travail de commande, en fait, D'accord. où c'est mon éditeur Casterman qui m'avait proposé de faire ces adaptations. J'étais pas fan des romans, de Camilla Läckberg, je dois avouer. Je suis pas une grande lectrice de polar et je sais pas si c'est la traduction, mais je trouvais pas son écriture vraiment passionnante. Mais quelque part, avec le scénariste Olivier Bocquez, ça nous a presque soulagés de nous dire: «OK, ben, l'écriture en elle-même, elle est pas incroyable. Par contre, l'histoire est touchante, les personnages sont touchants et ça nous permet de la raconter un peu à notre manière». Donc c'était plus facile quelque part de se détacher du texte et travailler avec lui, ça a été vraiment une expérience hyper, constructive pour moi. J'ai vraiment beaucoup appris sur l'écriture du scénario parce que, l'école que j'ai faite était beaucoup plus axée sur le dessin que le scénario et j'avais déjà écrit 2 albums toute seule avant, mais je sentais que c'était une souffrance, une torture à chaque fois, que je savais pas par quel bout m'y prendre et que vraiment j'étais perdue quoi. Je me noyais à chaque fois dans un verre d'eau et en ayant travaillé sur les polars avec Olivier, bah, je lisais les romans moi aussi. Je voyais comment il les démontait et il les remontait ensuite pour en faire de la BD et ça m'a vraiment beaucoup appris. Je pense que mon scénario sur Anaïs Nin a beaucoup gagné grâce à mon expérience avant. Et est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as un style ou une technique qui est à toi, enfin ta patte? Est-ce que tu retrouves des choses entre Anaïs Nin et ses adaptations de polar ou c'est un style très distinct pour toi? C'est pas très distinct dans le sens où en fait, j'ai l'impression que mon dessin, je cherche quand même toujours à le faire progresser. J'en suis pas encore vraiment contente et je cherche à le transformer un peu de projet en projet, suivant ce que je travaille, suivant le public, auquel je m'adresse. Mais moi, je le reconnais toujours, quoi. Je trouve qu'il change pas assez vite à mon goût. J'ai l'impression que ma main fait ce qu'elle veut et ce que voudrait ma tête et donc ouais,
J'ai pas encore l'impression d'avoir trouvé ma patte, mais quelque part, j'espère ne jamais vraiment la trouver et garder ce goût de réinventer la roue à chaque fois, même si c'est fatigant. Mais, ouais, j'aime bien me remettre, pouvoir rebattre les cartes et essayer de faire quelque chose de je sais que c'est jamais vraiment nouveau parce que j'ai un style de base qui est en moi, mais d'essayer de l'interpréter différemment, parfois en changeant d'outil aussi, comme ça a été le cas là, pour découvrir des nouvelles choses et ça évite de s'ennuyer aussi. Par exemple, il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui ont fait des séries de 20, 30, 40 tomes sur un même personnage avec, si possible, un même style. Et ça, moi, je pourrais pas. Je suis patiente, mais à un moment, il faut quand même du renouveau. Ouais et puis de l'exploration comme tu disais pour juste pas s'ennuyer aussi, aller se chercher soi-même dans ce renouveau Ouais, et être ces excitée recherches. par ce qu'on fait et pas en fait, il y a un côté artisanat que j'aime beaucoup dans la BD, mais s'il y a pas un peu d'inventivité ou de mélange, de patouillage pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, au moins une fois de temps en temps, sur un début de projet, je crois que je pourrais pas faire, toute ma vie juste le côté exécutante, de commande avec un style Pur et bien simple, ouais. précis. Ouais. Ouais, c'est un peu cette petite adrénaline quand même de création, je pense qui va Oui, te c'est faire avec ça. la Ouais, BD, ouais. ouais. Vu qu'on arrive gentiment à la fin de l'épisode, je reviens un petit peu à ce dont on discutait tout à l'heure, puisque tu fais partie du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. J'ai découvert ça via ton site internet, j'encourage tout le monde à aller le visiter d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors je reviens vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, mais notamment sur les formes que prend le sexisme dans le monde de la bande dessinée. Oui, il y a plein de formes, comme dans plein de métiers, hein. Ça va de la vraie agression sexuelle à la simple remarque paternaliste. Il y a effectivement un sexisme dans le sens je pense que le plus important est celui enfin, le plus important non, mais celui contre lequel se bat surtout le collectif des créatrices, c'est, au niveau de la représentativité. Parce qu'on sait, grâce à des études, tout à fait sérieuses de recensement, qu'on est plus ou moins 30 d'autrices, entre 28 et 30 d'autrices dans le métier. Seulement dans les festivals, les prix, les magazines, toute forme de mise en avant, on est complètement sous-représenté et le collectif est né en 2016 au moment où Angoulême, donc pour sa sélection des grands prix chaque année, a, 30 nominés et cette année-là, il n'y avait pas une seule femme. Donc les grands prix, c'est des prix qui récompensent l'ensemble d'une carrière, c'est pas juste un album. Il aurait pu se trouver qu'aucune femme n'avait fait un bon album dans cette année-là, Exact, mais mais là, là, c'était ça sur la récompense durée. l'ensemble Mmh. de carrière, voilà et donc c'était la goutte d'eau, après, plein d'événements de ce genre-là, une façon de percevoir, la BD faite par des femmes comme étant de nouveau catégorisable. Proposition du centre de la bande dessinée belge ici de faire une expo sur la BD girly qui incluait toute autrice dans le style girly et enfin des choses comme ça. C'était vraiment une accumulation, une sorte de méconnaissance de gens qui sont des professionnels de la bande dessinée et qui ne se donnaient pas la peine de se renseigner sur des autrices qui sont pourtant bien présentes, bien existantes et qui ont des carrières tout à fait importantes et pas juste importantes dans une sens de quantité, mais importantes au niveau de l'histoire de l'art de la bande dessinée. Et voilà, c'est vraiment lutter pour cette reconnaissance que la bande dessinée écrite par des femmes n'est pas une niche qui ne s'adresse qu'aux femmes et qui du coup ne vaudrait pas l'intérêt de ces messieurs des institutions. Enfin voilà, c'est surtout à ce niveau-là qu'il est particulier au monde de la BD, on va dire au monde de l'art en général. Mais après, les formes de sexisme qui se retrouvent dans tout corps de métier sont malheureusement évidemment aussi présents en bande dessinée. Moi, on m'a souvent prise pour la coloriste ou l'assistante d'édition ou l'attachée de presse quand je passais derrière la table à un festival. Et que ça vienne de libraires, de lecteurs, d'autres auteurs. Et ça va mieux plus je vieillis, mais quand j'étais jeune, c'était vraiment. Et alors, du coup, au moment où ils comprennent qu'on est une autrice, il y a une sorte d'attention un peu malsaine qui tout d'un coup se focus. Parce qu'en plus, mon physique correspond, relativement aux normes de beauté européennes. Alors du coup, je deviens le centre d'intérêt de tous ces auteurs, bedonnants qui, croient, avoir l'air malins en disant qu'ils sont trop contents d'échapper à Bobonne le temps d'un festival, comme si cracher sur leurs femmes allait leur donner une virilité à mes yeux. Enfin, voilà, des choses comme ça qui sont pathétiques en fait, mais qui sont très, très récurrentes en festival, ouais.
Ouais, écoute, j'apprends des choses, parce que c'est vrai on n'a pas du tout cette vision-là, mais qui se retrouve aussi dans d'autres métiers, comme tu le disais, mais Ouais, chaque métier après a ses spécificités dues aux rencontres et au contexte, quoi, ouais. oui. Et c'est vrai que le lieu du festival BD est, quelque chose d'assez particulier et que c'était un entre-soi un peu entre couilles jusqu'à il y a pas longtemps et il y en a certains qui le prennent très mal que des filles ou des femmes Qui se viennent, retrouvent à, du coup, s'immiscer là-dedans. Mmh. participer, voilà et à du coup, ils doivent faire attention à ce qu'ils disent, les pauvres. Terrible, Ça les rend très, très terrible. tristes. Merci beaucoup Léanie, on est à la fin. Merci à toi. Je voulais te demander si tu avais des projets que tu voulais nous partager. Alors tu nous as dit que tu étais à fond dans la promotion, donc peut-être les projets pour ce moment Ouais. sont en pause, je sais pas, mais si tu as envie de partager quelque chose? Il y a 2 choses qui sont en route, à des vitesses différentes, mais la première c'est vraiment un saut du coq à l'âne. Là, du coup, je fais une adaptation pour Rue de Sèvres d'un roman jeunesse qui s'appelle La longue marche des dindes et c'est du western Ah et chouette! donc c'est vraiment, voilà, c'est un western pour les 9 à 12 ans. Mais je suis encore au tout début, donc c'est pas pour tout de suite. Mais ça, c'est un gros changement d'ambiance, une sorte de bol d'air frais, c'est vrai que dans Anaïs, il y a des thèmes assez lourds aussi. Là, c'est un petit Là, peu plus c'est plus de léger. Mmh. l'aventure. Ouais et c'est chouette de dessiner du western, c'est des paysages que j'adore et je suis très contente de pouvoir explorer en dessin, à défaut de pouvoir voyager pour de vrai. Et l'autre, c'est encore vraiment, au stade d'ébauche, mais je sais que je vais retravailler sur des thèmes, bah, qui touchent, au féminisme, qui touchent à la sexualité, à la magie, à l'exploration de soi et des autres et ce sera certainement chez Casterman parce que j'adore mon éditrice Nathalie. Voilà. On se réjouit de découvrir ça. Pour, conclure, est-ce que peut-être il y a un conseil que tu aurais voulu te donner il y a quelques années ou que tu aurais voulu entendre quand tu as commencé? Oui, alors c'est pas un conseil, vraiment pour les auteurs-autrices de BD, c'est plus un conseil de lecture que j'ai découvert cette année. J'aurais aimé le découvrir beaucoup plus jeune, mais bon, l'autrice n'a que 24 ans, donc elle n'aurait pas pu, c'est un livre qui s'appelle «Balance ton corps», écrit par Bertoul Beaurebec et c'est aux éditions de la Musardine et c'est une sorte de manifeste, pour le droit des femmes à disposer de leur corps, à être des salopes si elles décident de l'être. C'est une revendication aussi du mot salope. C'est une jeune femme qui est une performeuse, une autrice, une actrice et une travailleuse du sexe, qui est française, noire, très belle et très intelligente et qui du coup parle de la position des travailleuses du sexe, qui est une voix qu'on entend de nouveau très, très rarement. Beaucoup de gens parlent à leur place, mais pas beaucoup ont, de plateformes sur lesquelles s'exprimer. Donc elle s'est donné cette, plateforme et elle en parle tellement bien, ça vaut vraiment la peine de le lire. Bon, je vais aller découvrir ça. Je Merci pense que tout le beaucoup. monde devrait lire ça. Merci beaucoup Léanie. Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçue, c'était super. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.